Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, nature. J'ai parlé des questions pour la science. Alors, j'ai souligné, c'est une question d'incertitude. Alors, on peut faire les erreurs, on peut accepter la science et enfin, on peut trouver que la science n'était pas correcte. Ou en même temps, on peut faire autre erreur, on peut dire que j'accepte pas du tout la science, je fais rien. Alors, ce sont les erreurs possibles, il faut les examiner, il faut penser sur les conséquences. Alors, si nous acceptons la science agissant en conséquence, mais que la science s'avère avoir surestimé les risques, nous aurons potentiellement engagé des actions inutilement coûteuses, mais nous aurons probablement de nouvelles technologies très utiles, des infrastructures plus propres et plus sûres, et nous aurons sauvé les forêts. Et l'autre type d'erreur, si nous rejetons la science, soutenant qu'elle est trompeuse et n'agissons pas, mais qu'elle se révèle exacte, les concentrations auront atteint des niveaux très dangereux. Il sera extrêmement difficile de faire marche arrière. Alors, car le CO2 a, comme j'ai souligné, une très longue durée de vie. Alors, si on approche cette question comme analyse de risque, où on peut faire les erreurs, sûrement, à mon avis, le sens commun le plus élémentaire dans ce contexte recommande fermement d'agir du point de vue d'un examen des erreurs du type 1 et de type 2. Mais ça c'est ici, on amène les techniques pour analyser les risques, ici, pour le problème de gérer le changement climatique. Alors, il faut souligner tout le temps, à la fin de cette partie, je voudrais souligner que c'est une question des risques énormes. C'est une question très différente du perspective d'ampleur des risques qu'on analyse d'habitude dans l'économie ou les politiques. C'est un peu comme certains de mes amis font l'analogie avec la roulette russe. Est-ce que tout le monde connaît la roulette russe? Est-ce qu'il y en a ici qui ont joué? Oui, mais ça c'est qu'on fait. Ça faire rien, c'est de faire de roulette russe. Et pas avec 1 sur 6. C'est pire que ça. Oui? Alors, il faut examiner les impacts dans une manière un peu plus détaillée. Je n'ai pas le temps d'examiner toutes les choses. Vous trouverez l'analyse dans les deux références que j'ai données dans le rapport Stern, plus récemment dans mon livre Blueprint for a Safer Planet. Mais il y a les impacts sur tous les impacts. Ils sont majeurs, ils ont des dimensions différentes, mais la plupart sont liés des éléments aquatiques d'une façon à d'une autre. Tempêtes, inondations, crues, sécheresses, désertification et augmentation de niveau des mers. En même temps, les risques de catastrophes, des hurricanes, ouragans, oui, ça c'est hurricane, oui. Des ouragans, etc., des inondations,
les risques de catastrophe augmentent avec les températures. Alors, comme j'ai souligné, c'est l'accès à l'eau, production de nourriture, la santé, etc. Toutes les dimensions de développement et la vie. Et il y a, comme j'ai souligné, les non-linéarités et des risques des emballements. Alors, ce n'est pas seulement la tendance, il y a les dangers d'une accélération de manière très forte de taux de changement. En même temps, ce sont les impacts très inégaux. Tous les pays seront les grands impacts, mais c'est les personnes les plus pauvres en souffriront le plus tôt et souffriront le plus et le plus tôt. Si on pense de Katrina et Nouvelle-Orléans en 2005, si on pense en même année de Mumbai et les inondations à Mumbai, c'est toujours les pauvres dans les communautés qui souffrent le plus. Alors, c'est les effets de tout pays, toute dimension de vie, mais ce sont les effets avec des impacts sur les pauvres très inégaux. Et je soulignais encore une fois, mais c'est très important, si à la fin on attend au moment que les dommages apparaissent, il sera trop tard pour inverser le processus. C'est difficile à imaginer 4 degrés ou 5 degrés. Pour les humains, on n'a jamais vu 4 degrés ou 5 degrés. Et l'Institut météorologique britannique a essayé, il a commencé à essayer à donner une description de 4 degrés. Mais ils sont un peu cautious, ils sont un peu précautionnés parce qu'ils n'ont jamais, nous n'avons jamais, comme Homo sapiens, on n'a jamais vu 4 degrés. Mais il faut souligner que 4 degrés ou 5 degrés, ce sont un moyen dans l'année, un moyen entre les océans, la Terre, etc., pour tout le monde. Il y a les parts du monde. Si on a en moyen 4 degrés, il y a beaucoup régions à 10 degrés ou plus. Alors, c'est ça, en ce cas-là, la température eux-mêmes serait un grand problème. Et pour l'Arctique, 4 degrés en moyenne du monde, probablement, implique 15 degrés. Alors pour ça, on a problème renforcé par la fonte des neiges et des glaces. Alors vous voyez que 4 degrés, ça peut sembler pas beaucoup. Peut-être c'est la différence entre la température à Paris cette semaine et la semaine dernière. Mais pour le monde en entier, c'est absolument énorme. Il y a en Afrique les régions qui s'assécheraient. Il y a une extension majeure des déserts en Afrique. En même temps, la possibilité que l'Europe du Sud, à la fin de ce siècle, ressemble au Sahara.
On ne peut pas être certain, mais ça, c'est une mesure des risques. Il y a d'autres régions où, avec les précipitations augmentées, peut-être autour des Himalayas, il y aura à 4 degrés une grande augmentation de précipitations. Ça emmène les grands risques des inondations. Alors, c'est ce que j'ai souligné déjà, c'est le changement climatique. Nous sommes, j'ai étudié l'agriculture du Han du Nord dans un village depuis 35 ans. Ils ont les méthodes développées avec un certain climat. Alors, le problème, c'est le changement climatique. C'est le cycle des fleuves, les fleuves dans les saisons qui sont secs et les saisons qui ne sont pas secs. Tout ça peut changer. Le moment qui arrive, les précipitations, ça peut changer. Alors, ça change toutes les choses de la vie. C'est l'adaptation dans ces changements si grands qui sont si difficiles. Alors, même, bien sûr, ça, il faudrait encore du temps, mais lourde menace sur les villes côtières. Et un grand pourcentage des villes, des cités, sont sur les côtes ou sur les fleuves. C'est sans raison d'être là, les fleuves et les côtes. Si ça change, on peut changer. On peut prendre... Londres, c'est floodplain. Oui, la plupart de Londres, c'est dans un bassin. Oui? C'est pas très élevé. Si ça change, et ça change, on utilise on dit le Thames Barrier, la barrière du Tamise. Il existe pour contrôler l'eau dans le Tamise. On utilise beaucoup plus fréquemment qu'on anticipe. Et ça, qu'on a anticipé. Et ça, pour un changement seulement, on dit seulement 0,8. Si on pense de 3 et 4, peut-être il faut, les gens de Londres, il faut déménager à Oxford ou plus haut. Mais ça, ce sont les coûts, oui. Ce sont les coûts énormes. Et ça, c'est pour un pays qui est affecté, mais avec des impacts. Mais il y a les autres pays avec des impacts beaucoup plus que Grande-Bretagne. Alors, un peu d'histoire. Alors, on a ici, jusqu'ici, on a le très long terme. Ça se sont construits avec les carottes glaciaires. Et on a le bleu, c'est les températures antarctiques. Et le rouge, c'est le CO2. Alors, ce sont 400 000 ans. Maintenant, ils ont créé les carottes glaciaires jusqu'à 8 000. Mais ce sont les 800 000. Ça c'est 400 000. Et vous pourriez voir, j'ai souligné deux choses. Il y a le chemin de température suit le chemin ils sont très corrélés. Oui? Et aussi, on a un grand accroissement jusqu'ici. C'est à peu près vertical parce qu'on a ici 400 millions de l'an. Oui? Et ici, on a les températures reconstructées. Et vous voyez que ici, on a le 1961 à 1900
1961 à 1990. Ici, ça c'est le zéro. Et on a les derniers ans ici. Ce sont des températures qui est mesurée de manière directement. Oui? Jusqu'ici à 1850, jusqu'à maintenant, on a les mesures de température directes. Et vous voyez qu'il y a le croissement très rapide ici, et la plupart d'histoires des dernières 200 des ans est moins que cette période ici. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une grande accélération ici. Alors, si on parle des dernières 1200, on a un graphique comme ça. Et si on parle de dernières 400 000 années, on a un graphique comme ça. Ils sont très intéressants, mais on n'a pas le temps de parler beaucoup de temps là-dessus. Alors, ça souligne que nous sommes dans une situation où on peut prévenir les températures complètement dehors d'expérience des humains. C'est intéressant que récemment, on a connu des températures inférieures de à peu près 5 degrés. C'était le dernier âge glaciaire. Très récemment, il y a 10 000 ou 12 000 d'années. Et alors, les gens vivaient plus près de l'équateur que de la latitude de Londres. Je suis de Londres, alors mesure de latitude pour moi, c'est de Londres. Alors, la plupart des gens, presque la totalité des gens, étaient plus près de l'équateur de latitude de Londres. C'est-à-dire que ces températures déterminent où on peut vivre et nos modes de vivre. C'est-à-dire la différence d'ici et de l'âge glaciaire souligne que 5 degrés, c'est énorme. On ne peut pas prévenir exactement 5 degrés en haut parce qu'on n'était jamais là comme Homo sapiens. Mais on peut dire que c'est énorme. Alors, je devrais accélérer tout petit peu, mais je crois que j'ai souligné les conclusions de ces diapositives. Il faut passer premièrement à adaptation et puis à réduction. Alors, le développement et l'adaptation sont absolument liés. À ça, il faut le souligner dans une manière très forte. Nous avons évoqué les politiques destinées à réduire les émissions, atténuation. J'ai parlé d'importance d'atténuation. Mais les politiques climatiques incluent, et c'est très important aussi, l'adaptation. Plus il y aurait eu d'atténuation, moins l'adaptation sera nécessaire. Mais les deux sont cruciaux. Il ne s'agit pas d'une course à l'échalote entre les deux. Il faut les deux. Nous sommes déjà condamnés à un certain changement climatique, probablement à une augmentation supplémentaire des températures de 1 degré ou plus. Tous les pays devront donc s'adapter, en particulier les pays en développement qui seront touchés les premiers et le plus durement. Il faut agir dans beaucoup de secteurs économiques, des infrastructures urbaines à l'irrigation,
en passant par les méthodes agricoles. Ce n'est pas simplement de l'agriculture, c'est toutes les activités de vie. Comme pour les autres politiques climatiques, les politiques publiques doivent donc prendre en compte l'implication de l'adaptation et du développement. L'adaptation n'est rien d'autre que le développement dans un environnement plus hostile. Ce n'est pas adaptation ici, développement là. Il y a une implication, un lien intime très très important. Distinguer des investissements de capital physique et humain pour l'adaptation d'un côté et le développement de l'autre peut être destructeur ou contre-productif. On ne peut pas dire exactement si on a un système d'irrigation, la proportion de ce système qui est développement et la proportion de système d'irrigation qui est adaptation. C'est dangereux à essayer à faire ça parce que ça peut... alors, c'est clairement, on ne peut pas le faire et si on essaie, on peut tarder les investissements, on peut créer les problèmes difficiles. La protection contre les inondations et digues, l'élévation du niveau de mer, l'augmentation de la violence des tempêtes, la forte hausse des précipitations de nombreuses zones, la fonte des glaciers et la déforestation rendent des centaines de millions de personnes vulnérables au risque d'inondation. Forte densité de population dans les plaines inondables et près des côtes. Les zones les plus vulnérables, d'habitude, sont les zones avec beaucoup de gens. Irrigation, nouvelles cultures et nouvelles méthodes agricoles. Les précipitations vont diminuer dans de nombreuses zones et la désertification va progresser, comme en Afrique de l'Ouest et en Europe du Sud. Déplacement ou changement d'activité pour l'industrie de la pêche. L'acidification des océans pourrait survenir très rapidement et menacer la vie marine. Le poisson est la protéine animale essentielle pour à peu près 1 milliard de personnes. D'ici au milieu du siècle, et c'est une étude seulement, mais 200 millions de personnes supplémentaires pourraient avoir à émigrer définitivement. Bien sûr, le chiffre exact dépendra à la fois de l'adaptation, et la chose qu'on peut faire, et de l'atténuation. L'adaptation s'accompagnera dans une large mesure de migration et de conflits. Les Nations Unies, une étude a dit que le changement climatique est déjà un facteur d'affrontement au Darfour, c'est-à-dire déplacement des tribus nomades pour de meilleurs pâturages. Tous les pays doivent adapter. L'augmentation de la gravité des inondations, des sécheresses et des tempêtes sera un problème mondial. Les migrations et les conflits seront un défi pour nous tous. Et je souligne une leçon très importante. L'adaptation, comme l'atténuation, doit donc être planifiée dans l'économie entière et être appréhendée au niveau régional. Le leadership et la coordination, joueront un rôle clé. Ce n'est pas un problème seulement pour le ministère d'Environnement. C'est un problème pour tous les ministères, tous les ministres dans le gouvernement et même place essentielle des chefs de gouvernement et des ministres de l'économie. Toutes les dimensions, comme j'ai déjà souligné, la santé, il y a les maladies véhiculées par l'eau, la chaleur, la perte de protéines, etc.
L'éducation, à cause de plus grand temps passé à aller chercher de l'eau, en particulier pour les jeunes filles, etc. C'est absolument clair que les migrations et les désastres naturels, on parle tout le temps à Haïti des immeubles, etc. Mais les désastres comme ça affectent fortement les revenus, la santé et l'éducation. Et les communautés, je souligne encore une fois, les plus pauvres seront touchées le plus fortement. Et dans nombreux cas, ce seront les femmes et les jeunes filles qui souffriront le plus. Alors, c'est clair, il faut adapter. Mais pour adapter, il faut information, il faut anticiper les changements, il faut anticiper les risques. Et ça, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de parler de température moyenne de la Terre. Ça, c'est pas facile, mais c'est plus facile qu'identifier les changements dans un endroit particulier. Une bonne information sur les effets locaux potentiels du changement climatique est essentielle pour les politiques d'adaptation. Il faut analyser et estimer différentes sortes de risques spécifiques et locaux. La modélisation du changement climatique a progressé en matière de prédiction globale et régionale, mais une modélisation locale plus précise est encore difficile. Elle demande beaucoup plus de données, de puissance informatique et nécessité d'intégrer des caractéristiques locales et globales. Et un grand problème, c'est que dans certaines zones clés du système mondial, telles que l'Himalaya, l'Afrique et les forêts amazoniennes, zones clés, ce sont en même temps les zones où l'information et les observations sont très rares. Alors, il y a un grand défi pour nous tous à créer l'information dans ces zones clés et utilise cette information dans une manière beaucoup plus précise. Et ça sera pas du tout facile. L'essentiel de ces analyses et de ces données constitue des biens publics mondiaux. Et je parle tout petit peu des autres biens publics mondiaux pour l'adapter. Alors, il faut, comme j'ai souligné, prévision du climat et de la météo. Ce qu'on fait d'un niveau mondial aussi, c'est la réaction aux catastrophes. Ça serait beaucoup plus coûteux d'avoir beaucoup d'hélicoptères dans chaque pays. On peut avoir, si je peux dire, une banque des hélicoptères. C'est comme on a vu à Haïti. On a une collection ensemble des gens avec des petits skills, avec les compétences et les talents spécifiques, mais on n'a pas tous les gens dans chaque pays. On peut le faire, les réactions aux catastrophes d'un niveau mondial. On peut examiner les variétés de cultures plus résistantes aussi d'un point de vue mondial. Technologie pour la conservation de l'eau et de l'irrigation. Il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'expériences, et on peut le partager dans un niveau mondial. Nouvelles méthodes pour lutter contre la dégradation des terres. Aussi, il y a les grandes avances dans plusieurs parties, mais il faut qu'on partage ces expériences. Et la prévention et le traitement du paludisme, par exemple, et d'autres maladies transmises par l'eau et d'autres vecteurs. Ce sont tous, quand on utilise la langue dans l'économie, les biens publics. Et on a une responsabilité, du point de vue du monde entier, d'avancer les biens publics. Et
il y a une question de payer. Qui paye? Alors, à la fin, tout le monde paye, mais il y a les inégalités et les responsabilités. Le milliard d'habitants du monde riche, sur un total de 7 milliards, est responsable de la plus grande partie du niveau de concentration actuel. Mais ce sont les pays et les communautés pauvres qui sont touchés, et j'ai souligné beaucoup de fois, avec raison, qui sont touchés en premier et le plus durement. En raison de cette inégalité fondamentale, les pays riches ont le devoir de soutenir les pays en développement pour qu'ils s'adaptent au changement climatique. Ce soutien doit aller au-delà de leur engagement en faveur du développement. Il doit permettre aux pays pauvres d'atteindre leurs objectifs de développement dans un climat plus hostile. Bien sûr, ça sera les pays en voie de développement qui payent beaucoup, mais il y a une autre responsabilité en dessous de ça. Les pays riches doivent respecter les engagements pris à Monterrey en 2002. C'était une conférence Nations Unies pour le financement du développement par l'Union européenne en 2005 et à Gleneagles au G8 de 2005 en matière d'aide au développement. Et on a fait le cible à Gleneagles, à l'Union européenne en 2005 de 0,7 du PNB par an d'ici à 2015 en Europe. Et je suis sûr, parce que j'étais là comme chef économiste en chef de la Banque mondiale à Monterrey, et je suis sûr parce que j'étais là à Gleneagles, parce que j'ai écrit le rapport de Commission d'Afrique avant le rapport Stern sur le climat. Et je suis sûr qu'on n'a pas compté les coûts de changement climatique à ce moment-là. C'était une erreur, mais c'était une erreur qui a été faite. Alors, il faut recalculer les défis, et ça commence. Le rapport sur le développement humain de 2007 à 2010 par le PNUD, ils ont calculé environ 85 milliards de dollars par an d'ici 2015. Et cela, c'est pour achever les cibles millénaires. Et cela sous l'hypothèse d'une hausse des températures de seulement, et je souligne seulement, 0,8. Bien sûr, on va voir en 30 ou 40 années encore à peu près 1 degré, même si on a les bonnes politiques. Alors, ces coûts reflètent les dégâts infligés non seulement au capital physique, mais aussi au capital humain et à la sécurité humaine. Alors, si on revisite les objectifs de développement, c'est très important que le changement climatique sera primordial pour déterminer les objectifs internationaux de développement au-delà de 2015. Les cibles de millénaires, c'était pour 2015. Ils ont construit vers 2000 comme millénaire. Et je suis absolument sûr qu'on n'a pas compté sur le changement climatique, qu'on a fait les cibles millénaires, les objectifs millénaires. Alors, j'ai souligné tout le temps qu'on ne peut pas séparer l'adaptation et le développement. Et quand on construit, on dit, ça c'est un peu de jargon des gens qui travaillent dans les institutions de financement international, on dit de fenêtre de financement.
Je m'excuse, mais ça c'est la langue qu'on utilise dans ces organisations. Et c'est très important, si on peut créer, et on a parlé à Copenhague avant ça, des fonds, les fonds verts, les fonds pour adapter, les fonds pour atténuation, etc. C'est très important quand on essaie à créer les nouveaux fenêtres, que ce sont les fenêtres très proches à l'autre fenêtre, parce qu'il faut une combinaison des fonds qui est déjà établi, les fonds qui peuvent être établis dans le futur, il faut qu'ils soient très proches, parce que si on a une grande séparation institutionnelle, ça poserait des problèmes très difficiles pour construire les politiques, les bons programmes, les bons projets, etc., etc. À mon avis, une bonne location serait les banques de développement régionales. Ce sont les banques avec la confiance des gens dans les régions, ce sont les banques qui connaissent très bien les régions, et les gens de région, ils ont confiance dans ces banques régionales. C'est-à-dire, par exemple, la Banque africaine du développement. Et j'ai dit ça, j'ai travaillé comme économiste en chef, même à la Banque mondiale et à la BERD. J'ai travaillé dans tous les deux, la Banque mondiale et une banque régionale. Ils ont tous les deux son compétence, son talent, son justification. Mais jusqu'ici, je souligne pour le changement climatique la compétence des banques de développement régionales. J'approche la fin, mais je voudrais souligner ce qu'on risque. On a fait les derniers 50 ans beaucoup de progrès sur le plan de développement. Il y a beaucoup de pessimistes qui suggèrent qu'on n'a rien fait, il n'y avait rien d'avancement, c'est complètement un échec, difficile, etc. Mais il faut reconnaître qu'on a fait beaucoup de progrès. J'aimerais qu'on a fait beaucoup de progrès encore, et tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde est d'accord. Mais il faut reconnaître ce qu'on a fait. Alors, je donne des chiffres très simples, assez vite. Vous voyez le niveau les chiffres pour le numéro de gens à moins de 1,25 $ par jour. Et vous voyez que malgré une grande augmentation de population, les dernières 25 ans, ça a diminué. Ici, vous voyez que c'est particulièrement en Chine. Il y a quelques 100 millions de gens en Chine qui ont échappé à la pauvreté. Others, ici, les autres, la plupart, c'est en Afrique. Et en Inde, c'était assez stable, mais comme j'ai souligné, il y a une grande augmentation de population à ce moment. Alors, la proportion a diminué, alors le niveau actuel a grandi tout petit peu. Alors, il y a progrès du point de vue de pauvreté. Il y a progrès du point de vue de espérance de vie. Et ça, c'est énorme. Il faut souligner ça. Si on voit Inde en 1950, l'espérance de vie, 32. 50 ans après, 60. Ça, c'est de progrès. Vous voyez, en Chine, 41 à 71. Vous voyez maintenant, en Chine, 72. En Russie,
66. Oui? On va en Inde, 64. En russe, 66. Ça, c'est un changement d'une importance incroyable. C'est un grand progrès du point de vue de l'espérance de vie. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens. Oui, ils survivent. Mais ça, c'est de progrès. Ça, c'est de problèmes de population, mais c'est de progrès du point de vue d'espérance de vie. Alors, du point de vue de pauvreté, du point de vue d'espérance de vie, du point de vue d'alphabétisation, il y a de progrès. Il y a beaucoup de progrès à faire, bien sûr. On a en Afrique du Sud, on dit inalphabétisation, illiteracy. Illettrisme. En Afrique du Sud, c'est 50% pour les femmes et les filles. Pour male, pour les... Non, male. Pour les hommes? Non, male. Les hommes? Des hommes? C'est le même mot, male et homme. Hein? Man and male, c'est le même mot. OK. Je m'excuse. Il y a 50 pour les femmes, il y a 31 pour les hommes. Alors, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a 35 ans, en Afrique en subsaharienne, il y avait 82. Oui, 82. Ça change. Alors, si on voit pauvreté, on voit espérance de vie, on voit alphabétisation, il y a de progrès. Je voudrais souligner ça parce qu'il y a beaucoup à perdre. Oui? Il y a beaucoup à perdre parce qu'on peut reverser, arrêter le développement si on a un changement climatique énorme. Alors, c'est ça on risque le progrès qu'on a déjà fait. Il faudrait l'adapter, il faudrait atténuation. Et comme archevêque Desmond Tutu a dit, la crise climatique provoquant le désespoir, la colère et menaçant la sécurité collective, les problèmes des pauvres arriveront avec elle sur le pas de la porte des riches. C'est Desmond Tutu. Alors, quelques mots en conclusion sur la réduction des émissions. Je serai assez court sur ce sujet maintenant parce que ça sera un sujet des autres leçons dans les cours prochaines. Mais je voudrais souligner un point premièrement, c'est que comme l'adaptation, les politiques pour les réductions sont liées intimement. Il y a une grande implication avec les politiques pour le développement. Pour réduire les émissions, c'est une question d'infrastructure, c'est une question de transport, c'est les questions d'agriculture, c'est les questions de construction, les bâtiments, etc. Il faut examiner tous les secteurs. Alors, ce n'est pas un problème seulement pour au ministre d'Environnement ou d'énergie. Ce sont les problèmes pour toute l'économie, pour les ministères de l'économie, finances, Premier ministre, etc. Alors, il faut des grands investissements, il faut les investissements chers, mais il ne faut pas parler tout le temps des coûts, on dit burden sharing. Du fardeau. C'est les opportunités. Et je vais parler de ça dans les cours suivants. À mon avis, la transition vers la croissance sobre en carbone pourrait bien déclencher la période la plus dynamique, créative et innovante de l'histoire. Probablement
plus encore que l'époque des chemins de fer, de l'électricité, des voitures à moteur et des technologies de l'information. Si on a les bonnes politiques, c'est un futur très, à mon avis, très séduisant. Mais si pas, c'est un futur avec des grands problèmes. C'est pour ça que je soulignais hier et je soulignais aujourd'hui qu'on est dans un croisé de chemin. Mais ce n'est pas seulement l'autre chemin, le bon chemin, ce n'est pas seulement un chemin d'investissement, de créativité, de productivité, c'est aussi, il y a autre chose. La croissance sobre en carbone sera sans doute plus stable sur le plan énergétique, plus juste, plus sûr, plus paisible, plus propre et davantage respectueuse de la biodiversité. Il y a les avantages, en plus que le grand avantage de contrôler ou gérer le changement climatique. Il y a les opportunités, même dans les villages, à apporter l'électricité aux communautés locales sans réseau. Et il faut se souvenir qu'il y a encore 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas du tout accès à l'électricité. Alors il y a les grands avantages en même temps qu'on a l'avantage très fondamental de gérer le climat. En Delhi, ils ont adopté par une action de Cour suprême, ils ont adopté le gaz naturel comprimé pour les bus et les auto-rickshaws. Oui? Et on peut maintenant voir une diminution des problèmes de bronchial, oui, de cœur, etc. On peut souffler, breathe, on peut respirer à Delhi maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont avec les bénéfices de réduire les risques de changement climatique. C'est pour ça qu'il faut souligner que c'est un chemin très séduisant et beaucoup plus, avec beaucoup moins des risques. Ça, c'est la conclusion. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. L'immobilisme a de fortes chances de provoquer une catastrophe. Une action déterminée dès maintenant en faveur de la croissance sobre en carbone peut déclencher une nouvelle ère de progrès et de prospérité. Le monde en développement a le plus à gagner et à perdre. Les défis essentiels concernent le monde entier, que ce soit sur le plan des risques, des bénéfices et de l'action. Il est essentiel de collaborer. Et la collaboration sera le sujet de mon dernière leçon. La croissance sobre en carbone est la seule option soutenable à long terme. La croissance intensive en carbone ne peut que se autodétruire. D'abord en raison de la hausse du prix des hydrocarbures, ensuite et plus fondamentalement parce qu'elle créerait un environnement particulièrement hostile. Merci beaucoup.